1983. Une marche pour l'égalité et contre le racisme parcourt la France entière. À sa tête, des jeunes de quartier, des jeunes Français, mais surtout des enfants d'immigrés algériens, tunisiens, marocains. Ceux qu'on surnomme les Beurs, cette fameuse deuxième génération, porte en elle une revendication forte, celle de l'égalité des droits. La marche, ça a été un énorme dépucelage psychologique de toute une partie de la jeunesse. Jeunes journalistes, nous n'avions jamais entendu parler de cette marche, ou si peu. Pas un mot dans les livres scolaires, peu de souvenirs dans la mémoire de nos parents. 30 ans après, nous avons retrouvé ces marcheurs pour savoir ce qu'ils sont devenus. Quel regard portent-ils sur 3 décennies de lutte, de construction personnelle et de racisme ? Mon père, il m'a dit une chose qui me reste toujours à la tête. Il m'a dit « Tu resteras qu'un arabe toute ta vie ». C'est brutal quand même. Force est de se constater, 30 ans après, il disait juste. Puis, nous nous sommes tournés vers leurs enfants, ceux qu'on appelle les enfants issus de l'immigration, qui vivent dans une France où les identités et les appartenances restent une source de crispation. Ça fait des années qu'on est là, on est la 4e génération, je pense. Donc faut arrêter de nous boycotter, faut nous prendre avec vous, quoi. 30 ans après la marche, nous souhaitons comprendre quelles ont été les avancées et les tensions sur le terrain de la lutte contre le racisme et comment se rêve la marche d'après. On ne peut pas dire vraiment que ça soit mon pays, puisqu'on m'a rejeté très souvent, mais la France est le pays où j'habite et où j'ai grandi. Et donc là, j'estime que j'ai le droit d'y vivre. Et j'ai encore plus le droit d'y vivre que mes parents ont contribué à l'essor économique de ce pays. Les parents de Bouzid, comme des centaines de milliers de Maghrébins, arrivent en France dans les années 50 et 60. À l'époque, ce sont les pères qui viennent seuls pour travailler sur les chantiers. L'industrie française recrute en masse et les chefs d'entreprise vont chercher de la main-d'œuvre bon marché au Maghreb. Leurs familles les rejoindront plusieurs années plus tard et les enfants devront se construire autour d'une double identité, arabe et française. Je suis arrivé dans le cadre d'un regroupement familial, donc en 1964. Quand nous sommes arrivés en France, on a habité ce qu'on appelle un petit peu pas des bidonvilles, mais des sortes de logements un peu précaires, un peu insalubres. Et il se trouve que moi, j'ai passé une enfance très heureuse, que j'étais quasiment un petit peu à la campagne, un petit peu en ville. Et je crois que les choses ont changé lorsque nous avons déménagé, puisqu'il y a eu un incendie et qui a donc obligé la ville à nous reloger. Et on a atterri dans une cité HLM. Vous avez les postes qui marchent jusqu'à minuit. Vous avez les locataires qui ne se gênent pas. C'est le va-et-vient jusqu'à 1h, 2h des fois le matin. Il faut qu'ils viennent à comprendre qu'une cité, ce n'est pas un gourbi, comme qu'ils avaient chez eux. Il y avait vraiment une sorte de racisme anti-maghrébin, parce que c'est un peu dans ces termes-là que ça s'exprimait, qui était lié vraiment à la... il y avait très peu de loisirs, il y avait très peu de possibilités d'émancipation, de loisirs, de rencontres pour les jeunes adolescents que nous étions. Moi, je me souviens, on passait des heures et des heures à jouer à la coinche dans les allées, on passait des heures et des heures à discuter, on passait des heures et des heures à trouver une discothèque qui accepte de nous laisser rentrer. C'est quand j'étais jeune, j'avais 18-19 ans, puis on voulait aller faire comme tout le monde, on voulait aller dans les boîtes de nuit, on voulait aller danser, quoi. On voulait sortir avec des Françaises parce qu'on aimait ça, on voulait s'intégrer à part entière. On avait un esprit laïque, on voulait vivre. On bossait la semaine, on se préparait tout un samedi pour pouvoir hygiéniquement être bien, avoir un joli look. Et puis quand on arrivait à 22h, 22h30 devant les boîtes de nuit, les vidéos nous disaient « Toi, tu rentres pas ». Et tes copains français rentraient. Donc mes copains ne comprenaient pas, puis moi je comprenais pas non plus, quoi. Donc on était un petit peu exclus d'un certain nombre d'univers, tels qu'on pouvait se les imaginer quand on était adolescent. Et petit à petit, on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait, on nous aimait pas, qu'il y avait vraiment une sorte un racisme anti-maghrébin assez explicite. Quand on me disait sale arabe ou sale bico,
Je répondais moi aussi par des insultes, par des injures, mais sans pour autant passer à la violence extrême, hein, sans pour autant passer à la violence extrême. Puis des fois, je me disais, c'est un pauvre con, on passe outre, et puis je continuais mon chemin, quoi. Le racisme, là où je l'ai vécu, la manière la plus effroyable, c'est quand même à l'école. Moi, je voulais être professeur d'histoire-géographie. J'avais une passion pour l'histoire-géographie. Et en troisième, on nous a systématiquement, tous les copains d'origine maghrébine, orientés vers les métiers de l'industrie. Et selon nos niveaux, c'était soit BEP, soit CAP, soit classe de CES. Ou au passage, définition des CES, c'est les handicapés, ceux qui ont des troubles du comportement. Il y a un mec que je déteste le plus au monde, c'est le chef d'orientation. C'est pas les flics que je déteste, c'est les chefs d'orientation. Quand vous leur demandez, je vais faire... par exemple, vous leur dites, j'ai envie de faire pilote. Ils disent, non, vous allez faire chaudronnier. J'ai des amis, ils voulaient faire médecin. Non. Ça va pas être possible, vous allez faire soudeur. Donc on nous préparait une espèce d'avenir de la classe ouvrière. Donc. On était là pour remplacer nos parents, quoi. Les enfants de Maghrébins ressentent le racisme d'autant plus durement que, contrairement à leurs parents, eux ont grandi en France. Il leur est insupportable, dès lors, de faire face aux explosions de violences xénophobes. Les années 81-85, en matière de violence anti-immigrés, en matière de violence contre les enfants d'immigrés, ce sont des années qu'on a du mal à imaginer. Il y avait effectivement, non pas des carnages, mais il y avait très régulièrement des faits divers où des jeunes d'origine maghrébine, comme on les a appelés à l'époque, étaient tués sur un coin de rue, en bas d'un immeuble, le petit Toufik Ouanès à la Courneuve en juillet 83. Bon, c'était quand même des meurtres purement racistes. Alors bien sûr qu'on peut expliquer sociologiquement, mais c'est quand même un moment d'extrême tension. En 1980, il y a des associations qui déjà militent pour un meilleur respect des travailleurs immigrés, qui militent contre le racisme. Les premières grèves de la faim ont lieu dans les années 70. Il y a quand même Christian Delorme, il fait déjà des grèves de la faim. Il y a la CIMAD, il y a la Pastorale, il y a des mouvements chrétiens qui s'emparent de cette question. Il y a des grandes associations qui vraiment font remonter des messages inquiétants de la violence, et en particulier de la violence policière. Car un des premiers services de l'État confrontés directement à cette population jeune, c'est la police. La seule explication que moi je puisse donner sur le fait qu'il y avait une violence qui s'est développée entre cette partie de la jeunesse dans ces quartiers-là avec la police, c'est qu'à cette époque-là, nous, on était ce que j'appelle moi les enfants d'une fin de guerre. Quand on avait 17, 18 ans, 10 ans en arrière, c'était la fin de la guerre d'Algérie. La police, en tous les cas le corps policier, a bénéficié de ce qu'on appelle à l'époque de la discrimination positive, c'est rapatriés d'Algérie, donc on les trouvait en préfecture et dans les commissariats. Donc la guerre d'Algérie, elle était encore fraîche dans les esprits, et je pense que c'est un des facteurs, peut-être pas le seul, mais un des facteurs qui a fait qu'il y avait une espèce de violence qui s'est décidée entre ces jeunes et cette population. Tommy Djeidja, le président de SOS Avenir Minguette, recevait une balle dans le ventre tirée par un policier au cours d'une altercation avec de jeunes maghrébins dans ce quartier chaud de la banlieue lyonnaise. Lorsque cela est arrivé, le bruit a très vite couru que Tommy était mort. Moi, j'ai été appelé dans la nuit par le premier adjoint de la ville de Vénissieux, et notre inquiétude, c'était que les Minguettes se mettent à brûler. Donc il y avait une ambiance aux Minguettes, c'était vraiment après de multiples violences depuis des mois et des mois. Et quand, par chance, Tommy s'est réveillé et que ses amis sont venus le voir, avec Delorme, le prêtre Christian Delorme et ses amis de SOS Avenir Minguette, il a dit « ça suffit, il y en a marre de se faire tirer comme des lapins, on va faire une marche pacifique à travers la France et on va aller parler à la France profonde pour leur dire qui on est, leur tendre la main, etc. » Convaincu par les réseaux de solidarité chrétiens de Lyon, un groupe de gamins du quartier des Minguettes se lance dans un pari fou. Sur le modèle de Martin Luther King et Gandhi, ils s'approprient la lutte non violente pour dénoncer le racisme et les inégalités de traitement. Parti symboliquement de Marseille, le port d'arrivée des travailleurs maghrébins, ils parcourent 1200 km à travers la France pour demander une pleine reconnaissance de la société dans laquelle ils ont grandi.
Pour moi, l'égalité, c'est le jour où je me présente pour chercher du travail. On ne regardera pas si je suis nord-africain, si je suis portugais, mais on regardera quelqu'un qui vient chercher du travail. Égalité aussi au niveau de l'éducation, parce qu'il y a aussi une ségrégation au niveau de l'éducation. L'égalité devant la justice, parce que quand on voit qu'un jeune qui fait une petite connerie, il prend le maximum dans la gueule, quoi, je dirais, et un assassin qui tue, on lui met 3 mois et on le relâche au bout de 3 mois en attendant. Alors moi je trouve qu'il n'y a pas d'égalité là-dedans. Moi j'ai toujours dit, la marche, c'est un cri et une main tendue. Et après on a voulu trouver plus de choses, une stratégie, une politique. Non, c'est un cri. On veut plus craindre d'être tué. Parce que vraiment il y avait cette peur. On ne veut plus craindre d'être tué. On ne veut plus être rudoyé par la police, être régulièrement contrôlé, qu'on nous demande nos papiers, alors que c'est 3 fois dans la journée. On ne veut plus de ça. Et en même temps, on croit dans la société française, ouverte. On va à la rencontre des gens. C'est ça qui est miraculeux dans la marche. C'est un groupe de jeunes qui n'a quasiment jamais quitté son quartier, qui tout à coup part à la rencontre des gens en ayant la certitude au départ que la majorité des gens sont racistes. Et qui, au fur et à mesure qu'ils avancent, voient des gens qui les accueillent, qui leur font fête, et ils se disent, mais tous les Français sont pas racistes. C'est ça la marche. Je dis souvent, j'ai découvert la France, ou en tous les cas la géographie de mon pays, à travers la marche et pas dans les bancs de l'école. Et c'est vrai. Et c'était extraordinaire parce que pour nous, vous savez, quand on sortait des Minguettes, c'est comme si on allait dans un autre pays. Là, on rencontre des gens, différents horizons. J'ai été agréablement surpris quand j'ai rencontré beaucoup de gens du 3e âge, des anciens de la guerre. Je sentais qu'il y avait cette volonté chez ces gens-là de vouloir vivre ensemble, même si on est différents, mais on est tous sous le même toit de cette République et on doit apprendre à vivre ensemble. Vous qui êtes présents ce soir, faut que vous soyez le 3 décembre à la Bastille. Vous n'avez aucune excuse pour pas y être. Vous qui êtes convaincus ce soir, faites passer votre conviction aux gens qui ne le sont pas. L'initiative des marcheurs, elle part pas de la première génération des immigrés, qui a encore une carte de séjour. Elle part de jeunes qui sont français. C'est Lyon, c'est l'étape clé de la marche. C'est là où on a commencé à prendre parole, à prendre des initiatives, à être. Nos parents, ils voyaient un peu mal l'initiative. Mon père, la première chose qu'il me disait, au lieu de perdre ton temps, tu vas aller travailler, tu vas aller... t'as 20 ans, il faut penser à bosser, il faut penser à avoir ton appartement, te marier, enfin... Il n'était pas du tout d'accord. Mon père, il avait plutôt le discours nous, on s'est fait discret, alors à vous d'être discret aussi. En gros, j'en parle rarement avec mon père parce que c'est quelqu'un qui n'en parle pas beaucoup. Mais si je le résume, c'était on a rasé les murs, on ne s'est pas fait remarquer, on n'a pas fait de bruit, on était là pour travailler et rien d'autre. Et donc, il a voulu me transmettre un petit peu ça et voilà. Dans exactement 1 heure, 1 heure et demie, on sera, j'espère, plus de 100 000. Et l'après-marche, elle va commencer exactement demain. On pourrait dire que l'interprétation globale de la marche, c'est de dire qu'il s'adresse d'abord à la France. On peut faire l'hypothèse qu'il y a effectivement aussi implicitement une sorte d'adresse à leurs parents. Nous sommes d'ici. Nous sommes, comme dit Jamel Blouss, nous sommes des Iciens. Nous sommes des gens d'ici et arrêtez de nous bassiner avec cette idée du retour. Nous n'allons pas passer notre vie à être sans arrêt entre 2 pays. Nos parents ont toujours cru qu'ils allaient refaire leurs valises. Et il y a une image qui est très forte, c'est que les parents avaient toujours eu des valises au-dessus des placards. Elles n'étaient pas rangées dans le placard, elles étaient au-dessus du placard. Et il y avait ce fameux mythe du retour qui a un petit peu pourri la manière dont nos parents auraient pu orienter notre éducation ou nous soutenir dans nos parcours. Les enfants, ils étaient nés ici, beaucoup, ils venaient jeunes ici, entre 0 et 10 ans, 1 an et 10 ans. Et donc le retour, ça voulait dire, oui, on va retourner, donc on n'a pas le droit d'investir dans un logement, on n'a pas le droit de partir en vacances avec les autres. La marche de 83 sonne la fin de l'idée de retour. Parce qu'à ce moment-là, les parents savent, puisque c'est pas rien symboliquement, que ces enfants d'immigrés sont reçus malgré tout en grande pompe à l'Élysée par François Mitterrand. C'est quand même un grand moment qui a été
qui est passé dans toutes les unes des journaux télévisés de l'époque. On voit Toumi Djaïdja et ses copains et copines de la marche être reçus par le président à l'Élysée. Et à travers cette réception très solennelle, François Mitterrand, la gauche de l'époque, dit aux enfants d'immigrés, vous êtes des nôtres, vous appartenez à la République. Les jeunes immigrés des Minguettes ont gagné leur pari. 32 jeunes étaient partis le 15 octobre de Lyon pour la marche pour l'égalité et contre le racisme. Ils étaient plusieurs dizaines de milliers cet après-midi à Paris. La manifestation s'est déroulée entre la place de la Bastille et la gare Montparnasse. Eh bien, écoutez, en partant de Marseille, il s'est passé qu'on lançait un message de paix, un message pour l'égalité et contre le racisme. On voit qu'aujourd'hui, par le nombre de personnes qui est venu, il a été entendu, et même par le président Mitterrand. Voilà, merci. Je crois que cette marche, c'est sûr que nous l'avons tous vécue comme une aventure extraordinaire qui nous a liés les uns les autres. Ça va être très très dur de se séparer le moment venu. Cette marche, il faut qu'elle ait des lendemains et les uns et les autres, nous avons bien envie de continuer le combat. C'est une formule un peu trop usitée, mais nous avons la ferme intention de continuer à nous battre ensemble et avec tous ceux que nous avons rencontrés pour que l'égalité soit vraiment une réalité dans ce pays. À la fin de la marche, ça a donné un élan. Et on disait toujours, plus rien ne sera jamais comme avant. On était bien naïfs. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Après la marche, un élan culturel et politique propulse les enfants d'immigrés sur le devant de la scène. L'image du travailleur maghrébin s'efface au profit du jeune beurre qui apporte dans ses bagages toute la musique et la poésie de son pays natal. Cette mode de la culture beurre occulte quelque peu le véritable objectif des enfants de la marche, celui de s'organiser en association afin de peser dans le débat politique. Après 83, il y a eu un foisonnement culturel, beurre entre guillemets. Il y a eu ce que j'appelle une sorte de mai 68 des enfants d'immigrés. Ça veut dire une prise de parole généralisée. C'est ce qui était inédit, cette prise de parole généralisée. Et ça a favorisé aussi une forme de socialisation politique pour des milliers d'enfants d'immigrés. On travaille, on est au boulot. Il y a des sujets, l'éducation, la culture, le logement, l'acquisition des droits. On a obtenu la carte de séjour, ok, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Les enfants, les familles, comment on fait ? On a commencé à se dire que si on voulait que nos propres revendications soient prises en compte, il fallait qu'on crée des mouvements dont nous serions la direction. Donc, dès 84, début 84, avec l'émergence de tous ces collectifs, un débat s'instaure. Est-ce qu'on fait un mouvement de jeunes issus de l'immigration maghrébine ou est-ce qu'on fait un mouvement antiraciste généraliste ? Cette discussion débouche en décembre 84 à l'initiative de Convergence 84, qui est l'idée qu'il faut un mouvement généraliste antiraciste qui soit composé de toutes les composantes de la société française. Ils sont africains, arabes, français, portugais, espagnols ou asiatiques. Un an après ce que l'on a appelé la marche des beurs, vous savez, ces jeunes maghrébins de la deuxième génération qui avaient traversé la France pour exprimer leurs peurs et leurs espoirs. Un an après donc, d'autres jeunes gens ont traversé la France en mobilette cette fois pour se retrouver à Paris et nous rappeler que la tolérance est une vertu essentielle à la démocratie. Malheureusement, ces mouvements n'arrivent pas à déboucher sur une pérennité. D'accord ? Le jour de l'arrivée de Convergence 84, les premières mains de Touche pas à mon pote apparaissent dans la manifestation. Touche pas à mon pote. Peut-être avez-vous déjà vu ce badge. C'est celui d'une nouvelle association qui s'appelle SOS Racisme et qui a pour parrain des gens comme Costa Gavras, Michel Hidalgo, Françoise Gaspard ou bien Bernard Stasi. Son but, lutter contre le racisme en dehors des circuits classiques, s'adresser aux jeunes et utiliser un langage direct. SOS Racisme ? SOS Racisme est créé en 1984. Ses principaux fondateurs, Julien Drey et Harlem Désir, sont très proches du Parti socialiste.
l'association parvient à obtenir un financement important de la part de l'Élysée. SOS Racisme, par son ampleur inédite, éclipse les mouvements nés de la marche. Nous, on pense qu'il y a un certain nombre de jeunes qui, pour l'instant, ne ressentent pas la nécessité ou n'arrivent pas à s'accrocher à ce qui existe comme organisation. C'est pas très mobilisateur, peut-être pour eux. Alors que si on part de ce qui se passe tous les jours, là où on vit, eh bien, on arrive facilement à s'apercevoir qu'on peut exprimer le fait qu'on refuse le racisme sans avoir besoin forcément d'adhérer, de se structurer de façon très précise. L'avantage qu'a eu SOS Racisme, c'est d'avoir été soutenu par l'ensemble des médias, notamment Libération, Le Monde, etc., par les artistes, comme Coluche, etc., par bien sûr le Parti Socialiste qui était au pouvoir à l'époque. Donc face à cette accumulation de capital financier, symbolique, etc., les jeunes des Minguettes et les autres associations qui existent dans la région parisienne ne faisaient pas le poids. Donc c'est en ce sens-là que certains d'entre eux ont parlé de récupération. En sachant que le SOS Racisme a été emprunté à l'association SOS Avenir Minguettes, donc, qui était celle qui a organisé la grève de la faim de 83 et la marche de 83. Et à l'époque, tous les gamins de France, habitant les banlieues, ils avaient tous une main de Fatma. La fameuse main de Fatma, c'était aussi à la mode, c'était un collier, soit en argent, soit en or. Et la fameuse petite main, touche pas à mon pote, elle est issue justement de ça. Sur plan, en termes de psychologie, machin, c'était bien pensé. Mais s'il y a quelqu'un autour qui comprend, mauvais français, le musulman, sous la course des planètes, ce serait bien qu'il s'inquiète. Je rentre à SOS Racisme, au moment du concert de 85, et moi, je viens avec ce que j'ai porté depuis des années. Et je dis, voilà, écoutez, nous on a créé l'événement, vous avez créé un mouvement tout de suite après, mais si vous voulez vraiment faire quelque chose qui soit efficace, voilà ce qu'il faut dire, voilà ce qu'il faut porter, voilà les batailles qu'il faut mener. Et on me répond qu'on n'est pas là pour faire de la politique. Les démarches n'étaient pas les mêmes, et d'ailleurs on s'en était expliqué. Nous n'étions pas le syndicat des banlieues. C'était pas notre vocation. Voilà. Donc nous ne nous substituions pas, nous, aux associations de quartiers, de banlieues qui faisaient un travail remarquable. Nous avons même souvent aidé, contrairement à ce qui a été dit et écrit par la suite. Mais notre travail à nous n'était pas celui-là. Nous étions sur le terrain de l'antiracisme. À la question politique portée par la marche, Mitterrand et le Parti socialiste a préféré plutôt une question morale à travers touche pas à mon pote. Cet antiracisme moral n'était pas relié à un ensemble de revendications concernant les politiques sociales ou les politiques de la ville. Donc il y a un certain nombre d'acteurs qui ont reproché à SOS Racisme justement d'avoir un militantisme sans revendication ou sans exigence, sans demande. Il y avait des revendications, c'était pas simplement de l'agitation médiatique, il y avait un travail de terrain, il y avait une prise en charge d'ailleurs de la lutte contre le racisme au quotidien, avec la fameuse agence de presse qu'on avait créée à l'époque. Donc il y avait un travail très concret, c'était pas que des strass et des paillettes, comme on dit. Les limites de SOS Racisme, c'est que très vite, les véritables questions ne sont pas posées, et SOS Racisme ne fait reculer ni les crimes racistes, ni les inégalités, et surtout, elle ne permet pas du tout à une génération de se positionner radicalement, et ils n'ont pas fait bouger non plus le Parti socialiste. SOS Racisme peine à convaincre de son efficacité politique. Après les élections législatives de 1986, plus de 30 députés du Front National entrent à l'Assemblée. Le président du Front National, Jean-Marie Le Pen, fort de ses 35 députés, pourra donc constituer un nouveau groupe au Parlement, mais aussi fort de ses nombreux conseillers régionaux élus, jouer les arbitres dans ces conseils. Une immigration massive, surtout d'origine tiers-mondiste, c'est-à-dire avec des mœurs, des coutumes, des manières de vivre très différentes des nôtres, n'ayant pas la volonté de s'intégrer, n'aboutira pas à une intégration, et ce ne sont pas les mesures sociales qui y feront parvenir. Poussé par l'extrême droite, le nouveau gouvernement de Jacques Chirac présente une réforme de la nationalité. Une réforme portée par le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua,
qui remet en question le droit du sol et durcit les conditions de naturalisation. Le texte précise que certains Français ne veulent pas s'intégrer et ouvre le débat sur l'identité nationale. Aujourd'hui, la situation créée en France par la présence d'une forte population immigrée en période de crise économique est porteuse d'un risque grave qu'il ne faut pas se dissimuler. Du temps de la marche, même jusqu'au début des années 80, on a cette idée que l'intégration se définit comme une politique publique, c'est-à-dire que c'est l'État qui doit créer les conditions d'intégration, sociale, économique, scolaire, etc. À partir de la fin des années 80, on a une inversion. Alors, si l'intégration ne marche pas, c'est la faute à ceux qui sont censés s'intégrer mais qui refusent. Donc il n'y a pas assez d'efforts d'intégration. Donc on part d'une logique d'inclusion à une logique d'exclusion. On a vu un petit peu les ténors de la droite pure et dure arriver au pouvoir et on a compris que nous, on allait prendre des coups de bâton encore une fois, quoi. La loi Pasqua accélère les procédures d'expulsion des clandestins et des délinquants étrangers. Symbole fort du combat des marcheurs, la lutte contre les expulsions. À la fin des années 80, elle se multiplie. Jamel Touhami est enfant d'immigrés algériens. Arrivé à l'âge d'1 an, il a grandi en France et en 1988, il est condamné à 1 an de prison ferme pour possession de hashish. À sa sortie de prison, les autorités exigent qu'il quitte le territoire français. C'est ce qu'on a appelé la double peine. Vous vous rendez compte ce que c'est de dire à quelqu'un, après l'appel principal de 6 mois ou 8 mois d'emprisonnement que tu as effectué, tu dois quitter le territoire national en laissant femmes, enfants, père, mère, frère, sœur, tout ce que vous avez construit, vos amis, et aller tout reconstruire ailleurs. Et moi, je suis arrivé donc à Alger, sans document administratif, sans carte d'identité. Les militaires m'ont pris en charge, ils m'ont dit, mais monsieur, qu'est-ce qui nous prouve que vous êtes algérien? Je dis, mais j'en sais rien, moi, ils m'excusent, vous me dites que je suis pas algérien, il faut vous mettre d'accord. Moi, il faut trouver un dénouement à ma situation. Donc j'ai subi cette double peine, comme beaucoup de collègues, comme beaucoup de copains issus de l'immigration. Le jour que, si vous voulez, que la double peine a été supprimée, qu'on a fait partie des catégories protégées par la loi, on a dit ouf, maintenant on sait qu'on va rester ici, on va mourir ici, quoi. Pour les militants que nous avons rencontrés, c'est à la fin des années 80 que l'immense espoir porté par la marche s'estompe. Et plutôt que d'en vouloir à une droite offensive, qui fait du contrôle de l'immigration son cheval de bataille, ils nous parlent surtout d'une gauche qui les a déçus et démobilisés. La gauche, quand elle est revenue au pouvoir en 88-89, elle n'a pas tenu ses promesses. Les promesses qu'elle avait faites au mouvement antiraciste. Et donc le mouvement antiraciste, il était discrédité parce qu'il avait porté un idéal incroyable que les gens avaient soutenu avec force, et finalement cet idéal, il s'effondre. Derrière, le droit de vote n'est pas donné, derrière, la lutte contre les discriminations n'est pas faite, derrière, la ségrégation raciale dans le logement n'est pas combattue, derrière, la ghettoisation scolaire n'est pas combattue, etc. Donc il y a un échec politique du gouvernement qui a des retombées sur le mouvement antiraciste, qui est accusé d'être complice de cet échec-là. Et à ce moment-là, les gens disent, finalement, à quoi bon s'engager avec autant de passion à des centaines de milliers dans un combat si ça n'aboutit pas à un vrai changement de politique? Un des engagements sur lesquels moi je m'étais fortement impliqué, c'était la représentation politique, quelque chose qui nous manquait. La réalité cruelle, c'est les élections municipales de 1989, où il n'y a quasiment aucun représentant des cultures et des origines immigrées. Déjà, il y a une portée symbolique très forte parce qu'elle démobilise énormément. Et il y a une sorte de discours étatique qui commence à se mettre en place. On a des préfets qui nous disent si vous voulez avoir des subventions, il faut vous vous occupez des jeunes, vous faites des activités, mais on ne veut pas que vous fassiez de politique. On veut bien s'intégrer. Il faut vouloir nous intégrer aussi. Il faut qu'on nous donne notre chance. Ça ne nous donne pas notre chance. On ne peut rien faire. C'est à partir des années 90 que le débat autour de la question identitaire se cristallise. L'échec supposé de l'intégration serait lié à des habitudes culturelles et à un refus de s'assimiler. Pourtant, impossible d'interroger ce phénomène sans le mettre en perspective avec la crise sociale qui frappe le pays, et plus durement encore les quartiers populaires. Le rapport à l'avenir se brouille, l'école, la vie associative et le marché du travail ne permettent pas toujours d'offrir des perspectives à la nouvelle génération.
On franchit des caps du demi-million au million de chômeurs, puis au deuxième million. Enfin, voilà, on est en plein dans la crise industrielle massive. Et je pense que c'est ça qui a empêché ce moment réel et je pense sincère de tentative de changer un peu la donne. Parce que voilà, tous les soirs dans les quartiers, il y a des dizaines de personnes qui rentrent en disant « je suis au chômage et demain matin je ne repartirai pas travailler ». Et je pense que ça a écrasé ces quartiers-là à ce moment-là et ça a écrasé les tentatives gouvernementales d'essayer d'inverser la donne et d'enrayer ce processus de ghettoisation comme on l'appellera par la suite. À partir de la fin des années 70, on a commencé à voir les populations européennes partir de ce territoire pour accéder pour la plupart à la propriété privée. Et ces populations elles ont été remplacées par des populations exclusivement maghrébines. On a créé deux mondes, un monde européen et un monde où c'est plutôt une population issue de l'immigration qui est arrivée là. Et donc commencent à se constituer donc des poches comme ça de misère, de dépression et d'exclusion pour les vieux ouvriers et pour les jeunes. Et cette situation, qui commence à être dramatique, va éclater à nouveau au grand jour à partir de 1990, les fameuses, donc à nouveau ce qu'on va appeler à partir de ce moment-là les émeutes. C'est la première fois que le mot émeute est mis dessus. D'abord donc en banlieue lyonnaise, puis en banlieue parisienne. Madame, monsieur, bonsoir. Scène d'émeute et de pillage à Vaux-en-Velin, une cité dortoir près de Lyon, après la mort controversée d'un jeune motard hier après-midi. Après le drame, les jeunes du quartier s'en sont pris aux forces de l'ordre et la tension n'a fait que croître au fil des heures. Au pas de course, les CRS chargent un ennemi invisible, des forces de l'ordre lapidées, harcelées, débordées sur tous les fronts par les feux de poubelles et de voitures. C'est toute la tension, toute la souffrance accumulée, tout ça, la frustration, ben voilà, ce jour-là elle sort, mais ça dérape et ça dépasse ce qu'on voulait faire, quoi. Parce que la réalité d'une émeute, c'est de la tristesse qui crée une émeute, après un sentiment de toute puissance aussi, parce que vous, un petit bout de... un gamin, quoi. Vous faites reculer les forces de l'ordre, l'État, tout ça. Mais le lendemain aussi, c'est la gueule de bois. Vous avez brûlé où? C'est en bas de chez vous, quoi. C'est le problème de l'immigration, dont on constate que la politique d'intégration ne permet pas l'assimilation et qui débouche sur la haine et sur l'anarchie. 10 ans après les Minguettes, c'est à Vaux-en-Velin, dans une ville voisine, que les quartiers pauvres s'embrasent. Une explosion de violence qu'il faut à tout prix enrayer. Une peur des banlieues commence à apparaître, une incompréhension d'autant plus forte qu'une nouvelle question surgit au même moment, celle de l'islam. Elles se prénomment Leïla, Fatima et Samira, 3 collégiennes de Creil, élèves du collège Gabriel Arrêt. Depuis 15 jours, elles ne vont plus en cours. De confession musulmane, elles portent un foulard. Or, selon le principal, le port du foulard est incompatible avec la laïcité de l'école publique. Donc là, il y a une remise en cause de la croyance des élites françaises au principe de l'assimilation-intégration. Et il y a cette idée de trahison. Cette idée, finalement, les enfants des immigrés nous ont trahis. On a parié sur eux, entre guillemets. On est dans une logique finalement égalitariste, mais une égalité sous condition. Vous pouvez avoir accès à l'égalité si vous vous assimilez. Ce que j'appelle une injonction à l'assimilation, une injonction à l'intégration. Et à partir de ce moment-là, on a une religiosité musulmane qui est construite comme un problème public. Bonjour, un seul titre ce matin, la guerre qui a commencé à 1h, heure de Paris. Les forces occidentales ont engagé les hostilités contre l'Irak. La première guerre du Golfe s'achève sur la défaite de Saddam Hussein face à l'Occident. Cet événement, a priori complètement déconnecté de la réalité des banlieues françaises, va pourtant avoir une résonance forte. Le fantasme d'un choc des civilisations au sein même du pays commence à se développer. Mais dans l'idée qu'au fond, il y a des Arabes dans les quartiers en France qui vont être solidaires de ce qui se passe à l'autre bout du monde, etc. Bon, cette connexion-là, avec tout accompagné bien sûr d'un certain nombre de discours volontairement dramatisateurs, volontairement qui vont essayer de diffuser l'idée qu'il y a un danger intérieur connecté à ce qui se passe au niveau international et qu'on a, on a les terroristes en puissance partout chez nous. D'un seul coup, médiatiquement, politiquement, à tous les étages, on devient des Français musulmans. Les premières victimes du 11 septembre 2001, ce sont les Maghrébins. Ce sont
toutes les populations musulmanes en France, en Europe et ailleurs dans le monde, hein, parce qu'on a tout de suite été assimilés aux attentats du World Trade Center. Donc, ce qui veut dire que votre voisin vous voit automatiquement comme étant un potentiel terroriste. Parce que moi, j'ai l'air d'un islamiste. C'est des conneries, ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'accepte pas que moi, je suis français et que je sois musulman. Mais à la limite, ça rate personne, quoi. Moi, je marche pas dans la rue en disant « Bonjour, t'es quoi? T'es chrétien, toi? T'es orthodoxe? T'es quoi? T'es juif? T'es protestant? T'es athée ?» On en a rien à foutre de ça. Je comprends sur la question de la religion, vous montrez deux barbus excités, alors que 90% ils sont très pacifiques. Mais cela, on ne va pas vous les montrer, c'est pas bon pour le buzz. Aujourd'hui, même quand je marche dans la rue, j'ai l'impression de tous les maux de la société française, je la porte derrière mes épaules. Vous savez, quand je prends le métro, j'ai l'impression d'être vécu comme la 5e colonne, comme le terroriste en puissance, l'ennemi de l'intérieur. Une peur et un rejet de l'islam au moment même où la seconde religion de France tente de s'organiser. Mais chaque nouvelle construction de mosquée suscite des hostilités. Là, on parle islam, comme si c'était un tout homogène, comme s'il y avait il n'y a pas de diversité, comme s'il y avait un dogme qui était là, unique, qui serait le même pour tous les musulmans. Et cette manière d'essentialiser l'islam, elle est commune à la fois pour ceux qui considèrent que l'islam, c'est une religion, donc comme c'est une religion, ça pose problème. Donc là, ce sont plutôt les gens de gauche, l'extrême gauche, qui sont anti-religieux. Mais l'islam, c'est aussi la religion du pauvre, puisque la grande majorité des musulmans sont des classes populaires. Donc de fait, on a ça. Il y a du côté féministe, l'islam, c'est la religion sexiste. Donc il faut aussi lutter contre l'islam. Et puis l'extrême droite, c'est plutôt l'islam, c'est la religion de l'étranger. Donc en ce sens-là, elle pose problème. Donc chaque logique est différente, mais le point commun, c'est cette essentialisation de l'islam. Donc on a de fait cette idée que l'intégration et l'assimilation se passent mal et que la source principale de cet échec, c'est l'islam. On a assisté à une sorte de faillite de l'intégration assez souvent, à une montée des communautarismes. Que faire pour essayer de rattraper ça? Nous rejetons toute forme de communautarisme. Ce qui veut dire que nous devons avoir, notamment compte tenu des périodes d'immigration et de la présence de beaucoup d'immigrés de la deuxième génération, une politique active d'intégration. Et il faut reconnaître que depuis un certain nombre d'années, cette politique soit a été débordée, soit on n'en a pas pris suffisamment conscience, et nous sommes actuellement dans une situation où l'intégration ne marche pas bien. Les portes, elles ne sont pas toujours ouvertes aux immigrés, aux Arabes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui font cliché. Hein. Cliché, c'est pas que le côté immigré, il y a le côté quartier, il y a le côté c'est des voleurs, il y a le côté il a une casquette, il ne sait pas se comporter, il ne sait pas parler. Tous les clichés du monde, on nous les a mis. On a une étiquette parce qu'on vient pas de France. Enfin, pour eux, hein, parce que moi j'estime que je suis française à 200%. Hein. Le jeu de l'intégration dans la société, il passe par 1, 2, 3 générations pour la plupart de ceux qui ont grandi avec nous. Mes copains portugais, mes copains espagnols, mes copains arméniens, ils sont arrivés étrangers, ils sont devenus français, et leurs enfants, leurs petits-enfants, aujourd'hui, ils sont... Voilà. Ils ont construit, ils ont fait construire. Nous, ça n'a pas été pareil. Nous, il y a vraiment eu ce que certains appellent le plafond de verre. Il y a eu vraiment un enfermement, un cloisonnement et un relâchement, une relégation, un abandon de ces quartiers qui ont fait que, voilà, 1, 2, 3 générations d'enfants ont grandi. Et aujourd'hui, j'entends des choses en fin de maternelle, des enfants de 5-6 ans, tenir des propos sur leur appartenance, comment ils se situent, avec un langage d'enfant, hein, toujours, hein, mais il y a des fois des enfants qui ne savent pas trop bien où ils habitent, hein, et qui ne savent pas trop bien qui ils sont. Aujourd'hui, tu as des jeunes de 3e, 4e génération sur la question identitaire qui sont complètement paumés et qui créent un propre référentiel avec un mélange à la fois de ce qu'ils peuvent prendre des images de la télé. Alors ça peut être Tony Montana, alors je vais aller très rapidement. On va de Tony Montana à Ben Laden, tu vois. Et alors que ma génération, on était à la fois, il y avait à la fois Nehru, Gandhi, et on avait aussi
le Parti communiste français. Tout commence par quelques mouvements isolés, plus de la bêtise non canalisée, de l'inconscience, qu'une action préparée et calculée. Quelques jeunes pénètrent sur la pelouse à un quart d'heure de la fin du match. La situation dégénère ensuite rapidement. Ce sont des centaines de jeunes qui enjambent les barrières de sécurité sans autre but que de participer à un mouvement collectif de provocation. Ce match France-Algérie, là aussi, ça aurait pu être un non-événement. Hein, donc, mais bien sûr, l'embrasement médiatique, on a fait un événement très, très important. C'est aussi un mois après le 11 septembre. Hein, ça, je pense, de mémoire, le 6 octobre de 2001, où vous avez ce match et l'arrêt du match. Donc, effectivement, là, on est typiquement dans des logiques compliquées, parce que d'un côté, Zidane joue pour l'équipe de France, il y a l'équipe d'Algérie qui se prend une rousse, entre guillemets. Donc, une partie des jeunes spectateurs vont vivre ça symboliquement comme une nouvelle défaite, une défaite de plus. Alors, ce qui est paradoxal, ce qui est vachement intéressant, c'est que la France, elle a tellement fait de conneries qu'elle a algérianisé les gamins. Elle les a algérianisés. C'est-à-dire que, tu sais, souvent on voit les drapeaux algériens dans les stades ou n'importe où, etc. Et en fait, c'est une réponse à la société française. Alors, c'est des gamins qui n'ont jamais mis les pieds en Algérie. C'est des gamins qui connaissent rien d'Algérie. Alors, il y a même la sauce algérienne maintenant. Il y a une sauce algérienne. Je savais même pas que ça existait. Mon fils, alors, moi je trouve ça dégueulasse. Ah, mais t'aimes pas ça, alors que lui, il n'a jamais mis les pieds. Ça me fait rire. Avec une cérémonie des hymnes perturbée, la Marseillaise a en effet été copieusement sifflée par un public majoritairement acquis à la cause des Algériens. Les politiques, dès que les jeunes sifflent la Marseillaise, ils disent que ces jeunes des banlieues n'aiment pas la France. Non, quand un enfant n'est pas aimé par sa mère, il fait des bêtises parce qu'il a besoin d'être vu. Il faut prendre un peu cette image. Moi, j'ai vu ces mêmes jeunes, quand on les emmène à l'étranger, dans des échanges culturels, ils sont fiers d'être français. Et c'est souvent hors hexagone qu'ils font l'expérience positive de l'identité française parce que pour leurs compères européens, ils sont français. Par contre, là, leur identité française, elle est continuellement questionnée. Ils ne sifflent pas la Marseillaise. Ils sifflent une république qui ne les reconnaît pas comme des Français à part entière. Clichy-sous-Bois s'est de nouveau embrasé. Dès 21h, plusieurs centaines de jeunes commencent à provoquer les forces de l'ordre. C'est difficile pour beaucoup de gens de voir dans les émeutes, et même plus largement d'ailleurs dans les habitants des quartiers, des velléités d'action politique au sens le plus général et neutre du terme. Et il faut absolument comprendre que la violence, c'est tout simplement parfois le dernier langage du politique quand il n'y en a pas d'autre. Voilà. Quand vous n'avez pas d'autre moyen de vous exprimer et de vous faire entendre ou d'attirer l'attention que de casser quelque chose, vous cassez quelque chose. Attention, ça caillasse là, ça caillasse. 2005, je trouve que ça a été un tournant parce que il s'est passé des choses auparavant. Mais ce qu'on a connu en 2005, ça a quand même été quelque chose de très fort. Et je pense qu'on n'a pas pris réellement la mesure de ce qui s'est passé en 2005. Parce que quand c'est pas un quartier qui s'est embrasé, c'est une bonne partie de la France qui s'est embrasée pendant 21 nuits. Donc il y a eu quand même une révolte, nous on l'a qualifié comme révolte et pas émeute. Parce que derrière il y avait des revendications. Ça fait 30 ans qu'on a cette carte-là et franchement on est mis de côté quoi. Et on en a marre quoi. Les questions d'appartenance à une communauté se posent d'autant plus que le marché du travail paraît toujours plus bouché. Dans les quartiers pauvres, cela fait 20 ans que le taux de chômage des 18-25 ans avoisine les 40%. Aujourd'hui, le problème numéro un, et quand on règle ce problème-là, on a réglé 95% des autres problèmes, c'est l'emploi. Voilà. Quand on règle ce problème-là, forcément, ça vient impacter le territoire de façon positive, voilà, et toutes les autres problématiques passent au second plan. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les traiter, on soit bien d'accord, mais quand on règle ce problème-là, voilà, les choses s'améliorent et les territoires grandissent. Moi, je connais plein de petits jeunes de mon quartier qui sont pas forcément rappeurs, pas forcément footballeurs, pas forcément dealers. C'est des étudiants, c'est des personnes normales, ils ont leur carte d'identité, ce sont des citoyens français, diplômés. Et malgré tout ça, ils ont quand même beaucoup de mal à s'intégrer à la ville et au pays, tout simplement. J'ai eu des propositions d'emploi. Je ne vais pas vous dire que j'ai rien eu en 8 mois. Mais j'ai eu des propositions d'emploi de technicien. Et je ne suis pas technicien. Limite, je ne connais pas ce métier.
Je suis ingénieur, je recherche un poste d'ingénieur. Younes Attab a 23 ans. Il a passé avec brio tous les examens qui jalonnent la vie d'un étudiant. Collège, lycée, bac, puis des études d'ingénieur. Il ressort même major de sa promo à Polytech Marseille. Son CV lui garantissait un avenir prometteur, mais contrairement à ses camarades, Younes Attab ne trouve pas de travail à la sortie de l'école. C'est là où j'ai décidé d'essayer de changer de nom, pour voir si ça avait un impact sur mes recherches d'emploi, sur le résultat de mes recherches ou pas. Et je me suis aperçu tout de suite que j'avais beaucoup d'appels, j'avais beaucoup de réponses à des offres et on m'appelait même sans que je postule. Cette discrimination de la part des employeurs, elle ne part pas forcément d'une intention raciste, de vouloir exclure. Je pense que pour beaucoup d'employeurs, il y a l'idée que tout simplement, on ne va pas embaucher telle ou telle personne parce que ça va poser des problèmes à la cantine, ça va poser des problèmes dans le boulot, etc. On est plus tranquille entre nous, entre guillemets. Après, peut-être que ce qui manque un peu dans nos quartiers, peut-être que c'est le réseau professionnel. Quand on vient de là, moi, personnellement, je ne connais pas d'ingénieur. Dans ma famille, il n'y en a pas. Dans mon entourage, dans mes voisins, il n'y a pas d'ingénieur. Déjà, si ces personnes ont un travail, c'est bien. Peut-être que c'est ça un peu qui manque. On s'est retrouvé dans un entre-soi avec un réseau social faible. Tu peux être dans un réseau social unique, uniforme, tu vois. Si tu prends les gens de Neuilly, ça pose pas de problème, qui sont dans un entre-soi. C'est un entre-soi qui tire vers le haut. Nous, on est dans un entre-soi qui tire vers le bas. Sans compter que les problèmes de discrimination est une véritable plaie pour notre société, pour la République. Et on le sait, tous les discours le disent. L'ascenseur social est en panne depuis 20 ans, 30 ans. Ils ne voyaient pas d'avenir. Alors après, chacun se réfugie dans ce qu'il veut. Hein. Il y en a qui va se réfugier dans la drogue, il y en a qui va se réfugier dans la musique, l'autre dans la religion, l'autre dans je sais pas quoi. Parce que les gens, il faut bien qu'ils aient un moment aussi, il faut bien qu'ils appartiennent à quelque chose. Mais le communautarisme, c'est pas eux qui l'ont créé. La pratique de l'islam relève souvent d'une construction personnelle, une recherche de repères face aux aléas de l'intégration. Les jeunes y sont particulièrement sensibles. En 2013, c'est la catégorie 18-25 ans qui a le plus pratiqué le ramadan. Au fil des décennies, l'islam est devenu là aussi un élément identitaire de plus en plus fort, puisqu'effectivement dans cet entre-soi, il prend une place centrale et dans les formes de discrimination qu'ont vécu une partie des habitants de ce quartier, et notamment les jeunes, c'est sécurisant pour eux. La religion leur apporte du sens. Moi, mon fils pratique en ce moment, il fait la prière depuis quelques mois, et je le trouve plus apaisé. Et beaucoup de jeunes, dont les parents ne pratiquaient pas, pratiquent aujourd'hui parce qu'il y a une recherche justement de leur identité. Peut-être que c'est un repère aussi pour eux, la religion. Moi, je pense que les jeunes qui vont vers la religion, ça les rassure aussi. La religion offre de fait un code, des normes, sur des manières de penser, des manières de se conduire, etc. Une éthique à laquelle des personnes peuvent être intéressées dès lors que d'autres espaces sociaux, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, etc., ne fournit pas de forme de reconnaissance. Il me semble qu'un des enjeux importants, c'est la question de la reconnaissance d'individus en tant qu'individus. Donc il y a cette dimension-là aussi qui est importante pour comprendre ces pratiques. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une société qui, depuis 30 ans, est plombée par un chômage massif, et que la situation ne va pas en s'améliorant. C'est ça le drame. Ajouter là-dessus la reproduction de mécanismes inconsciemment néocoloniaux, parce que je crois que ces mécanismes fonctionnent toujours, et vous avez, comme cela, la perpétuation de mécanismes d'exclusion, de non-reconnaissance. Dans le même temps, et je crois que là aussi il faut être juste, dans le même temps, vous avez énormément de gens qui s'en sortent, et de manière héroïque. Ce qu'on ne dit jamais assez, c'est que cette intégration professionnelle des enfants d'immigrés maghrébins, elle est très forte. Il y a une classe moyenne qui a émergé, il y a beaucoup de ces enfants d'immigrés sont devenus des professions intellectuelles, libérales, cadres supérieurs, cadres moyens. On oublie, c'est ce qu'on ne dit jamais à la télévision, parce que c'est une immigration, c'est une intégration invisible. Des avancées silencieuses qui se conjuguent parfois à des symboles forts. À la fin des années 2000,
les différents gouvernements comptent de plus en plus de ministres issus de l'immigration. En 2007, Rachida Dati est même nommée ministre de la Justice. C'est un signe fort, un symbole fort pour notre République, pour toute une partie de Français. Vous m'auriez dit dans les années 80 qu'on allait avoir un ministre issu de l'immigration au gouvernement, je vous aurais ri au nez, honnêtement. On n'a pas atteint le Graal, hein, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est un fait, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être issu de l'immigration et ministre. Après, on en pense ce qu'on veut. Hein. Fadel Amara, Rachida Dati, avant on a eu Azouz Begak, tout ça, on pense ce qu'on veut. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y en a qui sont devenus ministres. Ça montre aussi aux autres que, on peut. Après, certains diront que c'est des faire-valoir. Ouais, mais ils sont là, quoi. C'est-à-dire que même si c'est que des faire-valoir, aujourd'hui, on a besoin d'eux pour gagner l'élection, pour avancer. Et donc, ça veut bien dire qu'aujourd'hui, on est dans un système où ils se rendent compte qu'on fait partie des forces vives. 30 ans après, marcher a-t-il encore un sens? Comment combattre le racisme et l'exclusion aujourd'hui? Comment les jeunes générations peuvent-elles garder espoir dans la lutte pour l'égalité? Le combat continue, et tous ceux que nous avons croisés marchent encore dans les pas des anciens, mais peut-être d'une autre façon. Grâce à la marche des beurs, un certain nombre de choses ont évolué, mais aujourd'hui, 30 ans après, on en est toujours au même point, voire pire. Et la question des quartiers populaires reste quelque chose qui n'avance pas. Voilà, avec ces 30 dernières années, sur les politiques de la ville, on a beaucoup fait du saupoudrage, on n'a pas été réellement à l'essentiel, on n'a pas pris en compte les habitants de ces quartiers populaires comme si c'était des Français à part entière, et on les considère toujours comme des Français à part. Quand on dit 30 ans, c'est facile parce qu'il y a la caméra et vous dites 30 ans. Mais 30 ans, c'est toute une génération. 30 ans, c'est moi. C'est ce petit gamin qui avait 5 ans et qui a connu cette longue marche des discriminations, cette longue marche de la ségrégation territoriale, spatiale, de la ghettoisation, l'invisibilité sociale. Tous ces mots nous ont marqués à nous. Ça ne veut pas dire que ça ne servait à rien, quoi. Martin Luther King, il a marché. 40 ans après, aux États-Unis, il y a un black qui est président. C'est-à-dire que ça se trouve dans 40 ans... Ouais, peut-être, moi je suis optimiste, ça se trouve dans 20 ans, on dira, mais ça c'est des trucs... je sais pas de quoi vous nous parlez, quoi. Mais en fait, c'est la marche qui a fait que les gens ont pris conscience et qu'ils ont évolué. Mais après, un marché, ouais, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est pas ma culture à moi. Je cours, moi.